Alors, comment est-ce qu'on s'organise pour la mission chrétienne? Ça a l'air d'être une question toute simple, mais en réalité, elle cache un débat théologique et stratégique vraiment profond. D'un côté, on a l'Église locale, bien établie, et de l'autre, des groupes de missionnaires indépendants. La vraie question, c'est qui a raison? Au fond, tout se résume à ça. Qui est censé envoyer les missionnaires? Est-ce que tout doit absolument passer par l'église du coin, ou est-ce que la Bible nous montrerait peut-être un autre modèle, une autre voie? Bon, voici notre plan de match. On va commencer par poser le problème de fond. Ensuite, on va décortiquer cette fameuse théorie des deux structures. Puis on écoutera les arguments de ceux qui pensent qu'il ne devrait y en avoir qu'une. On verra ce que les autres répondent. Et enfin, on essaiera de comprendre pourquoi tout ça, c'est si important. Allez, on plonge. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une question de paperasse ou d'organigramme moderne. Non, c'est un vrai débat théologique qui a des racines historiques très profondes sur la meilleure façon de faire avancer les choses dans le monde. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser à la théorie de Ralph D. Winter. C'est un grand nom dans le monde des études missionnaires, et son idée a vraiment, mais vraiment, tout changé dans la façon de voir l'histoire et la stratégie de la mission. Alors, c'est quoi cette théorie? En gros, elle dit que depuis le début, Dieu a utilisé deux types d'organisations qui se complètent. D'un côté, il y a les communautés stables, ce qu'on appelle les églises, et de l'autre, des équipes plus mobiles, spécialisées, qu'on pourrait voir comme des commandos missionnaires. Pour bien saisir l'idée, il y a une image super parlante, le phare et le silex. L'église, c'est le phare. Il est stable, bien ancré, et il éclaire tout autour de lui. Le groupe missionnaire, lui, c'est le silex. Il est mobile, il transporte une étincelle pour aller allumer de nouveaux feux là où il n'y a pas encore de lumière. Deux fonctions différentes, mais les deux sont absolument essentielles. Et cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Les défenseurs de cette théorie expliquent que ce modèle à deux têtes existait déjà dans le judaïsme de l'époque de Jésus. La synagogue, c'était le phare local, et à côté, il y avait la Révra, une sorte d'association de volontaires pour des missions spécifiques qui jouait le rôle du silex. Mais évidemment, tout le monde n'est pas convaincu, loin de là. Alors passons maintenant de l'autre côté du débat. On va écouter ceux qui défendent un modèle unique où tout, absolument tout, doit passer par l'église locale. L'argument central des critiques, le voici. Selon eux, la Bible ne donne le mandat de la mission qu'à une seule organisation, l'église locale. Point. De ce point de vue, les agences missionnaires, même si elles partent d'une bonne intention, ne sont pas un modèle biblique. C'est une invention humaine, une sorte d'anomalie historique. George W. Peters, par exemple, le dit très clairement. Pour lui, il y a une différence de nature. L'Église est une institution divine, voulue par Dieu. Les sociétés missionnaires, elles ne sont pas du même ordre. C'est aussi simple que ça. Roland Allen, lui, va même encore plus loin. Il suggère que l'existence de ces agences est carrément un symptôme de l'échec de l'Église. Ce ne serait pas le plan A de Dieu, mais plutôt un plan B, une rustine qu'on a dû inventer à cause d'une défaillance spirituelle. C'est assez fort comme critique. Bon, il y a aussi des positions plus nuancées, comme celle de Bruce Camp. Il ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, il dit que les agences peuvent être utiles, mais il insiste sur une chose, elles doivent être subordonnées. Elles ne sont légitimes que si elles sont une extension directe d'une église locale, sous son autorité. Ce ne sont pas des structures parallèles. D'accord. Alors face à ces critiques, que répondent les défenseurs de la théorie des deux structures? On va voir que leurs contre-arguments s'appuient eux aussi sur la Bible et sur l'histoire. Un des arguments massus des critiques vient de ce passage du livre des Actes. Des gens comme Marc Dever s'appuient dessus en disant « Regardez, c'est écrit noir sur blanc, envoyé par l'Église ». La preuve est là, le débat est clos. Sauf que tout est une question d'interprétation. La contre-argumentation consiste à regarder le contexte. De quoi parle ce passage en réalité? Paul et Barnabas ne sont pas envoyés vers des peuples qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Non, ils sont envoyés à une réunion à Jérusalem pour régler un problème théologique. Le but de l'envoi change donc tout. Et puis un argument historique assez percutant. Les partisans des deux structures parlent de ce qu'ils appellent l'âge de glace missionnaire. L'idée, c'est qu'après la réforme protestante, le modèle de l'Église seule a pris le dessus. Et le résultat, pendant près de 3 siècles, il ne s'est presque rien passé en termes de mission vers les peuples non atteints. Il a fallu l'arrivée d'agences indépendantes, comme celle de William Carey, pour que tout redémarre en force. Et ça nous amène à une statistique qui fait réfléchir. Aujourd'hui, on estime que 99% de l'effort missionnaire est dirigé vers d'autres chrétiens. Seulement 1% va vers ceux qui n'ont jamais entendu le message. Pour les défenseurs des deux structures, c'est la conséquence logique d'un modèle trop centré sur le phare qui a oublié d'envoyer des silex là où il fait encore nuit. On en revient au précédent historique. Des experts comme Schnabel disent qu'il n'y avait pas de vraie mission juive, que ce que Jésus disait était juste une façon de parler. Mais d'un autre côté, on a des sources,
y compris des textes romains et des écrits juifs, qui confirment l'existence de ces fameuses chevras, ces groupes missionnaires, bien avant l'arrivée du christianisme. D'accord, mais au final, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Pourquoi s'embêter avec ce débat qui peut sembler un peu abstrait? Eh bien, parce qu'il a des conséquences très très concrètes sur le terrain. Le but ultime de toute cette réflexion, c'est de construire un pont. Il s'agit de réparer la fracture, la méfiance qui s'est installée trop souvent entre les églises bien établies et les agences missionnaires qui sont sur le terrain. Et l'enjeu, il est énorme. On ne parle pas d'une petite amélioration de 5 ou 10%. L'idée, c'est que si ces deux structures, le phare et le silex, apprenaient à travailler ensemble, en se respectant, on pourrait multiplier par 10 le nombre de missionnaires. 10 fois plus, surtout vers les zones les plus reculées. Et il ne faut pas croire que c'est juste de la théorie, ça a un coût humain bien réel. Il y a cette histoire, par exemple, d'un pasteur qui a été renvoyé de sa dénomination simplement parce qu'il a aidé à créer une agence missionnaire. Ça montre à quel point ce conflit peut être personnel et destructeur. Ce genre d'histoire montre à quel point nos cordes de pensée peuvent être rigides. Et ça illustre parfaitement cette citation d'Einstein, c'est la théorie qui décide de ce qui peut être observé. Autrement dit, si on part du principe qu'il n'existe qu'une seule structure légitime, on ne verra que les preuves qui confirment cette idée dans la Bible ou dans l'histoire. Et on va se quitter sur cette question qui va bien au-delà de notre sujet du jour. Quelle est la relation entre la structure d'une organisation et sa mission finale? Est-ce que la forme qu'on choisit, nos organigrammes, nos règles, est-ce que tout ça nous aide à accomplir notre but ou est-ce que ça finit par nous limiter? C'est une question essentielle pour n'importe quel projet.